ce serait ce désir, cette émotion qu'on se permet finalement, qui irait connecter à un futur possible, qui serait pas sur la même ligne. On peut imaginer les choses comme ça. Bon, il y a des approches dans la science de l'intention et dans des approches comme celle de Philippe Guimand ou d'autres qui parlent effectivement de Romuald Le Terrier, par exemple, qui est un homme qui a travaillé sur ce souvenir du futur, des synchronicités, qui sont en fait, à mon sens, une approche absolument... c'est vraiment intéressant comme hypothèse, je pense, de te travailler là-dessus. C'est pas que j'ai pas envie d'en parler, mais en fait, je travaille avec ça, mais c'est pas mon angle exactement. Je me sentirais un peu une imposteur de reprendre leur théorie ici. Par contre, ce que je peux dire, c'est que c'est sûr que avoir la capacité d'imaginer des futurs, des possibilités nouvelles, ça nous connecte à quelque chose qui existe dans le présent, comme je viens de dire. Donc, il me semble que le futur a une force d'attraction. Certains disent que le futur est la cause du présent. Pour moi, c'est vrai. Dans le sens où il va nous permettre d'orienter nos intentions de manière différente. Il va nous permettre aussi on peut apprendre du futur comme on peut apprendre du passé. Donc on va changer la manière dont on conçoit sa place dans le monde et sa place et sa propre vie. Et pour moi, le travail avec les intentions, c'est le travail du désir. Moi, j'aime bien l'idée de désir parce que il y a une phrase qui m'a marqué au cœur, qui est une phrase d'Edgar Morin, qui disait qui dit que l'imagination, que l'utopie est à la fois ce qui peut tout changer et ce qui est incapable de changer la réalité. Le réalisme est à la fois lucide et aveugle. Alors je ne sais pas si vous entendez à quel point, pour moi, c'est magnifique parce que l'utopie, qui est donc la capacité d'imaginer un futur radicalement différent, c'est une perturbation du futur. Ça veut dire que le futur est tellement différent du présent qu'il ouvre la possibilité d'une possibilité, ce qui est déjà pas mal, puisqu'il y a des gens qui se sentent enfermés dans un éternel présent. Et en même temps, ça pourrait ne rien changer, effectivement. L'inverse, le réalisme est à la fois lucide et aveugle, ça me fait toujours rire, parce qu'il y a des gens qui disent « mais non, ça ne marchera pas ». Mais le réalisme, c'est aussi une façon de regarder qui est à l'intérieur d'autres limites. Donc, pour moi, l'éros du futur, comme je l'appelle, le désir du futur, c'est la capacité de se débloquer en osant regarder. Je vais parler de Shapership quand tu m'interrogeras dessus. C'est oser regarder la réalité d'une certaine manière et aussi oser avoir des visions qui ouvrent des yeux. Avoir des yeux qui ouvrent des visions différentes. Ma dyslexie qui me prend. C'est-à-dire, on peut avoir, comme disait Gaston Bachelard, des yeux qui ont des nouvelles visions. Et l'imagination, c'est ça. C'est ouvrir des yeux qui ont des nouvelles visions et inventer de l'esprit nouveau. Et peut-être que c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Donc, je dirais que les théories qui propose qu'on se branche sur le futur et la science de l'intention, ça, c'est des actes absolument, je crois, créateurs, de force. Pour moi, je travaille sur l'imagination. C'est pas incompatible. Au contraire, même. J'aimerais te partager certaines questions de nos internautes, donc qui nous suivent en direct. Alain dit, je trouve ça marrant, c'est-à-dire il dit « Ce serait utile de se créer une histoire disant que nous pouvons nous créer nos propres histoires. De cette manière, nous deviendrons des créateurs de futurs imaginés. » Oui, oui. Est-ce qu'on remplace des croyances par d'autres croyances, finalement, ou c'est autre chose qui intervient selon toi? Peut-être je vais donner, si tu veux bien, je vais donner un exemple ou des exemples de ce dont on parle dans le bouquin, comme ça permettra de voir. D'abord, parce que je pense, le mot shapership, donc je vais le montrer parce que comme ça on voit comment il est écrit. Le mot shapership, c'est un mot qui évidemment vient de l'anglais, ça vient de to shape, donc de donner forme au futur. De donner forme, pardon. To shape comme on taille un diamant. Et on a fait une contraction entre leadership et shapership. Je peux dire que c'est simplement parce qu'on en avait marre de voir qu'il n'y avait plus que le leadership ou l'entrepreneurship pour parler de l'avenir du monde et qu'il y a quand même des gens qui ont donné forme à de nouvelles réalités dans le monde qui sont bénéfiques pour la société en ayant en fait
une forme une façon de regarder le monde. Et c'est ce qui nous a le plus intéressé, c'est la façon dont ces gens regardaient le monde. Alors, je vais dire que les shapers sont les gens dont on a raconté l'histoire dans le bouquin, sont des gens qui ont, de manière terriblement créative, en osant penser grand et créatif, ils ont osé remettre en cause la sagesse conventionnelle, c'est-à-dire la manière habituelle de voir, ou ce qu'on disait qu'on ne pouvait pas faire. En d'autres termes, ils sont sortis de la caverne de Platon, ils se sont libérés, ils sont sortis, et ils ont vu un autre monde. Et certains d'entre eux sont retournés pour dire qu'il y avait un autre monde, et leur vie n'a pas été exactement un long fleuve tranquille, parce qu'ils ont, dans certains cas, tellement ouvert d'autres pistes. Je reprends Martin Luther King, dont certains m'ont dit que ça lui avait pas réussi puisqu'il en est mort. Oui, mais son héritage existe. Et si aujourd'hui on peut parler d'un héritage de certaines de ces personnes, c'est parce qu'ils ont transformé de manière durable le monde. Ça ne veut pas dire qu'ils ont réussi une carrière, donc il faut revoir la notion de succès. Alors je vais juste dire un mot, parce que je pense que pour moi, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est beaucoup plus émotionnel que ça en a l'air. C'est que ce dont on s'est rendu compte quand on a regardé ces gens qui avaient changé le monde, c'est que, ils ont une manière précise de regarder le monde et ils ont une pratique. Et leur manière de regarder le monde remet en cause tout ce qu'on imagine sur la liberté, le pouvoir, la soumission, l'obéissance, etc. Donc, premièrement, ils regardent le monde autour d'eux. Ils regardent la réalité telle qu'elle est. Ils regardent soit un état des lieux, enfin, je veux dire, ils regardent un monde, et ce monde peut être en train de s'écrouler ou pas, mais ce monde, il y a toujours un endroit où eux, en le regardant, donc ils font face, c'est pas qu'ils évitent, ils se disent, dit de manière brève, ça ne va pas. Donc, ils sont amenés à challenger, à remettre en cause le statu quo, c'est-à-dire l'idée que les choses sont comme elles sont parce qu'elles sont comme elles sont pour des raisons qui sont évidentes et qu'on ne va pas les changer. Et eux pensent que le statu quo est une sorte de Moyen-Âge et qu'il va falloir changer le système. Et ça les amène de manière plus ou moins radicale à ce qu'on appelle une mise en question qui peut aller jusqu'à une sorte de devenir révolutionnaire, pour prendre une phrase de Deleuze, c'est-à-dire qu'ils vont dire un grand non, N-O-N. Et ce grand non, c'est ce que nous on a appelé la résistance créative. Et ça, c'est une façon déjà de commencer. Je raconte l'histoire d'un homme, au fur et à mesure que je vais raconter les trois leviers finalement qui me paraissent simples. Je vais essayer de rester simple. Pour le premier levier, c'est par exemple un Indien qui, à 55 ans, se trouve mis à la retraite avec une arthrite assez importante. Il a été chirurgien ophtalmique. Il regarde son pays et il voit que dans son pays, il y a 12 millions de personnes qui perdent la vue par manque de soins préventifs. Or, en Inde, une personne qui perd la vue, c'est une maladie fatale, elle a 2-3 ans à vivre. Donc, il dit un grand non. Et puis, le deuxième levier du shapership, c'est qu'évidemment, c'est pas assez de dire un grand non. Bon, il y en a qui restent un peu coincés au non parfois. Hein. Oui, exactement. Donc, c'est bien intéressant, mais ça peut conduire beaucoup de gens d'abord au désespoir, je pense, ce qui est un peu le problème. C'est un peu le problème aussi de beaucoup de jeunes aujourd'hui qui voient très bien le monde qu'ils ne veulent pas, mais qui ne voient pas le monde qu'ils veulent, et qui me disent, c'est vrai que je vais partir 7 ans en yourte, mais ça va pas forcément créer le sens de ma vie. Donc, la question, c'est le déblocage de l'imagination. Pour moi, c'est le deuxième aspect. Ils sont pas forcément dans un temps différent, mais je dirais qu'il y a une articulation avec un grand oui. Et le grand oui, c'est quoi? C'est une vision transformative. Et ça, c'est le I have a dream de Martin Luther King. Alors, je peux raconter plein des histoires, mais pour continuer sur cet Indien, donc il a 55 ans et il dit, moi, je vais éliminer la cécité inutile chez les pauvres. Et tout le monde fait, il est fou. Et ce que fait cette vision transformative, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'elle ouvre un impossible possible. C'est-à-dire que la personne qui dit ça, elle ne dit pas ça de manière égocentrée. Elle propose une vision transformative qui, en fait, peut devenir une cause, comme on dit pour beaucoup de gens, parce qu'elle est la vision transformative est en phase avec le monde. Ça veut dire qu'on appelle ça une vision hélicoptère, mais en lien avec le monde. Ces gens proposent quelque chose qui vient de la conscience qu'ils ont des impératifs de leur temps. Et c'est pas une histoire d'ego, mais on dirait d'écosystème. Oui, c'est relié à un besoin de la société à ce moment-là. Exactement. C'est en phase avec ce dont le monde a besoin et souvent avec les espoirs et les aspirations de
parfois de millions de gens, parfois de centaines de gens, parfois juste d'une famille, peu importe, hein, parce que le shapership, ça s'applique pas qu'à des héros dont je parle, parce que c'est pour ça que le bouquin est fait, c'est pour inspirer des gens dans leur vie quotidienne. Donc évidemment, on prend l'exemple de gens qui ont fait des transformations radicales, mais voilà. Donc la deuxième chose, je pense, c'est que ils ont un grand oui. Un grand oui, et si on dit grand non, grand oui, c'est pour insister sur l'aspect radical qui veut dire on va à la racine. Alors, je termine avec l'exemple de cet Indien pour revenir à ta question, est-ce qu'on peut changer de croyance? Déjà, donc, dans son grand nom, lui, il a remis en cause le fait que ça ne pouvait pas changer. Donc, il a bien dû croire à un moment qu'il avait la capacité de basculer certaines formes de ses croyances et des croyances collectives, et surtout de changer. Donc, il propose son grand nom. Son grand oui, éliminer la cécité inutile, en tant que tel, c'est une ouverture fondamentale sur le fait que peut-être on va pouvoir le faire. Et ce qu'il a fait, cet homme, c'est qu'il a créé un système pour former des femmes dans les campagnes indiennes, des femmes souvent analphabètes, au diagnostic préalable des yeux. Il a réuni des centres de télémédecine, il les a connectés. Il y avait 7 lits au départ avec des médecins qui opéraient plus vite qu'en Europe, parce qu'évidemment le but c'était pas de gagner de l'argent, c'était d'éliminer la cécité inutile. Les pauvres étant trop pauvres pour venir, il a créé un système de transport, une navette pour les amener. Évidemment, une fois qu'ils étaient là, il fallait leur faire des lunettes. Les lunettes, chacun veut les siennes, c'est un bijou, donc il a fallu créer une usine de lunettes, puis il faut les ramener chez eux, puis il a créé une usine de lentilles pour que ça soit moins cher. Et puis, on peut dire que 30 ans plus tard, c'est le meilleur hôpital ophtalmique du monde qui tient sur une idée qui était simple, c'est éliminer la cécité inutile chez les pauvres. Un riche paye pour 2 pauvres. Et c'est conscient. Ça veut dire que tout le monde a la même qualité d'opération, mais les riches ont la possibilité d'aller loger. Alors, il a été étudié en Europe, cet hôpital. Tout le monde s'est rendu compte qu'il proposait à 1% du coût de ce que ça coûte, par exemple, en Angleterre, les meilleures opérations du monde. Et bien sûr, 30 ans plus tard, c'est un modèle. Et en 2020, ils ont dit qu'ils allaient éliminer la cécité inutile dans le monde. Bon, donc eux, il n'y a pas de compétition, ça n'a aucun sens hein, quand on veut éliminer la cécité. Alors, ce que je crois, c'est que la plupart des gens dont on a raconté des histoires dans notre bouquin, il y en a qui ont 15 ans. Ils procèdent avec cette même articulation absolument inouïe d'une résistance créative. Ça veut dire qu'à un moment de leur vie, ils font face à une réalité et ils disent un grand non. Ce grand non, ça peut être comme le plus jeune dont on parle, qui est Jack Andraka. Il a 15 ans, il voit un ami de son père mourir, c'est comme un oncle pour lui, et il se rend compte que cette personne est morte par un cancer du pancréas diagnostiqué trop tard. Et qu'en fait, il y a 85% des cancers du pancréas qui sont diagnostiqués trop tard parce que c'est intrusif, invasif, mais pas précis et cher. Et lui, il dit, c'est pas possible. Et quand il dit, c'est pas possible, il dit, je vais créer un système de diagnostic préalable du cancer du pancréas qui soit non invasif, pas cher et qui permette d'éviter qu'on se retrouve dans ces situations. Et bon, il se met à consulter ses 2 meilleurs amis, c'est-à-dire Google et Wikipédia en classe, et pendant ses cours de biologie, et il a des petites idées. Et puis, il se rend compte que sur Wikipédia, on dit qu'il y a 8000 protéines qui sont présentes quand on a un cancer du pancréas, et il se dit, je vais les étudier une par une. Et son idée lui semble tellement chouette que sur la table de la cuisine de sa maman, il se dit, je vais quand même envoyer une note à des gens, parce que je vais pas continuer sur la table de la cuisine. Il envoie 200 lettres à 200 personnes qui sont des spécialistes du monde du cancer du pancréas, en se disant, c'est génial, j'ai trouvé un truc formidable, voilà combien ça va coûter. Et il s'attend à ce qu'on lui dise, Jack, tu es un génie, tu vas sauver le monde. Et il reçoit 199 non. Il y a même plusieurs médecins qui lui disent que c'est complètement absurde son idée, que ça va jamais marcher. Et il y a un médecin qui lui dit, viens, Jack. Et il se retrouve pendant 3 mois dans un des meilleurs laboratoires du monde à travailler avec d'autres chercheurs. Et là, il va créer, comme la plupart des shapers, il crée un écosystème d'acteurs qui sont pas du tout dans le pouvoir, qui sont dans une forme de collaboration et qui vont co-créer un diagnostic du cancer du pancréas qui est 26 000 fois plus rapide, qui est 400 fois plus performant, qui est infiniment moins cher et qui se fait en 5 minutes. Alors ce jeune homme, après, on l'a critiqué, il a reçu un prix des sciences. On l'a critiqué, mais surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'il a ouvert une brèche. Et comme je disais tout à l'heure, c'est plus facile de critiquer les visionnaires que de dire à un moment, regardez, il n'y a pas que la peur qui est contagieuse, l'espoir, c'est aussi contagieux.
Et la joie aussi, à condition qu'on ne tombe pas dans la dépression. Donc, pardon, je t'en prie, j'ai fini. C'est pour faire écho en fait à une question qu'on a reçue. Justement, est-ce que pour avoir cette vision imaginative et transformative, est-ce que tu prends en compte le travail sur les peurs ou tu procèdes directement, tu passes directement à la transformation et tu vas pas chercher les causes en fait de ce pessimisme, de ce blocage? Comment ça se passe? Alors, ça se passe avec, je crois que je vais montrer un dessin parce que je t'avais dit, je peux pas dessiner, mais je peux montrer. On voit bien. Voilà, ça c'est simple. Bon, ça c'est un peu c'est la version la plus. Vous avez déjà tout compris avant que je parle en fait. Disons, ça, c'est le monde dominant qui est en train de s'écrouler ou qui n'est pas viable sur le long terme. On peut prendre le monde de la santé, les institutions académiques, le modèle économique ambiant. Enfin, on peut prendre en fait l'effondrement d'un système dominant qui est lui-même basé sur certaines croyances. Si c'est clair, ce que je dis, c'est la surface au-dessus de l'iceberg et en dessous. Quand des gens sont dans une communauté de travail ou individuellement dans leur propre vie, en train de réfléchir, ils peuvent très bien se rendre compte qu'eux-mêmes contribuent à maintenir ce monde. Évidemment, moi, si je vais à la machine à café avec des pastilles de chez Nespresso, parce que c'est pas tout à fait écologique, je pousse sur le bouton, je m'attends quand même à ce qu'il y ait du café qui sorte. Je veux dire, il y a un minimum de stabilité. Donc, en allant faire mes courses dans un supermarché, en achetant des capsules de café Nespresso, je peux pas nier que moi-même, je contribue à maintenir un certain état du monde et je peux toujours après dire, je suis pas d'accord avec le modèle capitaliste, mais alors il faut que j'agisse en conséquence. Donc, c'est très intéressant de regarder soi-même à quel point, dans le présent, on contribue à une certaine réalité. Et je vais juste expliquer que dans le même présent, il y a une autre réalité qui émerge. On voit bien que dans le même présent, il y a des nouveaux modèles économiques qui émergent et qui éventuellement constituent un modèle viable à long terme. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord ces deux courbes. C'est la capacité qu'on a de regarder un monde et de regarder en quoi ce monde éventuellement, qui peut être le monde de notre famille, qui peut être notre propre façon de vivre avec notre propre entreprise, à quel point nous-mêmes, on soutient ce monde et c'est de se positionner émotionnellement par rapport à ça. Alors évidemment, on voit tout de suite par rapport à ce que je viens de dire que le grand non, ça vient de là. Quand un étudiant me dit « Aline, moi je suis là, je sais pas quoi faire de ma vie », et il me dit par contre « Je suis très énervé par un truc, c'est que j'en peux plus qu'il faille 30 ans avant que la science ne soit connue, la science par exemple la physique quantique et les nouvelles découvertes, ne soient diffusées dans le public ». Et il me dit « Ça, j'en ai marre ». Eh bien, on a déjà quelque chose qui est un grand nom de sa part. La question, c'est comment est-ce que lui peut utiliser une énergie qui pourrait venir de ses plus grandes aspirations, peut-être avant même qu'il voit comment il va faire dans sa vie. Il a une forme de savoir sur sa propre vie qui est qu'éventuellement il y a des aspirations, c'est-à-dire tout en bas de l'iceberg, il y a des aspirations très profondes qu'il peut avoir. Et ces aspirations, je ne dis pas qu'elles viennent en direct de son grand nom, mais elles viennent de toute sa vie. Et quand il me dit, dans le fond, moi, ce qui me passionnerait et ce à quoi j'ai envie de dire un grand oui, c'est d'utiliser la philosophie des sciences pour enseigner la science aux enfants. Et cet homme, en fait, eh bien, je pense qu'il a une vision transformative, lui, pour lui. C'est son I have a dream. Et ensuite, la question, c'est de voir comment il va faire la transition entre l'endroit où il est et l'endroit où il veut aller et comment il va basculer son monde. Et je dis pas que c'est des étapes linéaires, mais pour chacun de nous, je pense, il n'y a pas d'étape linéaire, mais il y a une chose qui est très claire. Je vais dire ça autrement. Ce que je crois le plus intéressant, c'est qu'on ne peut pas arriver à créer des choses belles au départ de la peur uniquement. Je ne crois pas que ce soit vraiment très bon, et le désespoir non plus. Et je pense que le plus beau, c'est le désir. Alors c'est un homme comme Jean-Yves Leloup, qui est un prêtre orthodoxe que certains sans doute connaissent. Il travaille pas mal sur les peurs et les désirs, et je pense qu'il les travaille en inversion. Ça veut dire que il dit par exemple il y a 4 grands manques ou des peurs qu'on a de manquer dans la vie. On a peur de manquer de vitalité, qui peut mener jusqu'à la mort. On a peur de manquer de sens, ça veut dire l'absurde, le Kafka, toutes les situations qui nous semblent complètement, qui ne font pas sens, sont une situation qui crée des grandes peurs. On a peur de manquer de liberté,
d'être enfermé, ça peut aller jusqu'à très loin, évidemment, la peur de manquer de liberté, mais ça peut être aussi dans une entreprise, la liberté de poser une question, je veux dire. Hein. Je connais des gens qui ont posé une question et qui se sont retrouvés étrangement mis en question, et la peur de manquer d'amour et d'affection. Et en fait, Jean-Yves Leloup, il parle énormément de ces 4 peurs en parlant du désir qui est à peu près l'inverse. Si on regarde nos plus grands désirs, on a tous un désir de se sentir vraiment en vie, d'une très grande vitalité. On a un désir de sens, un désir de liberté et un grand désir d'amour. Et donc, moi, je travaille avec des choses beaucoup plus complexes que ceci, mais je veux dire pour dire simplement que je pense que nous sommes tous des humains, que ça soit dans les entreprises ou pas, ça fait pas énormément de différence. La question, c'est comment est-ce qu'on active notre égo-système et sur base de quelle déficience de notre égo, c'est-à-dire nos peurs de manquer, nos peurs de ne pas être assez, nos peurs de ne pas, nos désespoirs, notre désespoir qui peut être lié à un manque d'imagination. Donc, comment les forces de régression vont nous activer ou pas? Et ça peut nous activer très fort. Ou comment est-ce qu'on va aller dans des forces d'ouverture? Donc, il y a beaucoup de moyens de conscientiser des gens sur le fait que dans un état de confusion, par exemple, ou dans un état d'aveuglement intellectuel, eh bien, il va se produire certaines formes de maintien d'une situation qui éventuellement leur convient pas. Donc, ils sont eux-mêmes dans la caverne de Platon et ils sont assez heureux parfois qu'on les guide vers la sortie, à condition que ce soit pas fait en les forçant, mais que ce soit fait en leur montrant la possibilité éventuelle d'une sortie et qu'ils commencent à basculer de leur peur vers un certain désir. Et avant de voir, parfois on a le désir de voir. C'est ce que tu avais raconté tout à l'heure avec cette personne qui dit « je voudrais raconter l'histoire d'une histoire où on peut se raconter des histoires ». Oui, oui. Je pense souvent que c'est bête de dire ça, hein, que la carte n'est pas le territoire, tout le monde le sait. Mais on ne se rend pas compte qu'on travaille avec des histoires qui sont créées par nous-mêmes et que, d'autre part, nos histoires ont un impact sur le paysage. Que donc, on a déjà cette liberté de manière un peu souple de modifier nos propres histoires et ça change nos émotions. Ça bouge toute notre relation à nous-mêmes. Et donc, au lieu d'être guidé par la peur, on peut avoir un compas qui est beaucoup plus dans l'âme. Moi, je dis souvent, il y a un théâtre de l'esprit. C'est une phrase d'un grand scientifique qui s'appelle David Bohm, qui avait parlé de la science en disant c'est une aventure de perception. On se raconte que la Terre est plate, puis on se raconte une autre histoire. Et la science progresse comme ça, de perception en perception. Et il y a un théâtre de l'âme aussi. Ça veut dire que on peut plus ou moins arriver à connecter ce qu'on veut vraiment quand on nettoie aussi nos lunettes et nos croyances qui parfois sont vraiment un obstacle. Eh bien, Aline, je ne sais pas ce que tu as fait avec les courbes du temps, de l'espace, mais je n'arrive pas à y croire qu'il nous reste qu'un quart d'heure dans cette rencontre. C'est passé à une vitesse grande. Je ne sais pas pour vous, mais alors, tu as parlé de 2 leviers. Le premier, c'est un grand nom. Finalement, c'est une énergie qui va nous permettre d'avoir une vision transformatrice. C'est le second levier, c'est ça? Oui, et le troisième, j'ai très peu mentionné, mais ça s'appelle l'expérimentation anticipatrice. Ça veut dire il faut faire. Ça veut dire qu'une fois qu'on a dit je vais éliminer la cécité inutile, eh bien il faut tout réinventer, il faut passer à l'action. C'est-à-dire qu'il faut trouver des formes, c'est ça, il faut trouver des modes d'action qui nous permettent de réaliser cette vision en n'en perdant pas l'essence, ni le sens ni l'essence, si je peux dire. Par exemple, Muhammad Yunus était en Inde, vous savez que c'est l'inventeur du microcrédit pour les pauvres, ça fait encore un drôle de sens de le dire, mais c'était le microcrédit pour les pauvres, et c'était un homme qui avait dit un grand non au fait que certaines personnes n'aient même pas accès à une vie décente, ni à la capacité de s'auto-organiser. Donc il a créé le microcrédit pour les pauvres, et puis il a fait la Grameen Bank, et il a mis en place une série d'institutions. Alors autant dire que les 3 leviers sont articulés ensemble et que ça fait sens, parce que la résistance créative sans la vision, ça laisse un peu penaud. La vision sans action, comme a dit quelqu'un, et ce n'est pas Sénèque ni Lao Tse, parce que je sais que quand on oublie l'auteur, on a souvent tendance à les citer eux, mais il a dit « Une vision sans action est un rêve éveillé, mais une action sans vision est un cauchemar ». Donc effectivement, la vision sans action,
elle n'est pas incarnée dans la matière, si on peut dire. Et d'autre part, le microcrédit, pour prendre un exemple, qui a été récupéré aujourd'hui par des banques et par des institutions dites sociales en Belgique, en tout cas, il est pratiqué sans avoir aucunement le côté subversif du grand non, ni la vision transformative du grand oui. Donc, il sert à faire des crédits, des microcrédits qui coûtent très cher à des pauvres pour que des riches deviennent plus riches. Donc, chaque fois qu'on déconnecte les trois leviers, on perd en fait des parties essentielles de ce que la puissance des trois peut être. Et ben merci pour cette précision. Alors, tu appelles ces personnes des shapers. Est-ce qu'on peut tous être un shaper? Qu'est-ce que ça, finalement, est-ce qu'on est tous nés égaux face au shapership? Comment ça se passe? C'est avant-hier, j'ai regardé un film absolument inouï sur justement les États-Unis et il y avait un noir. Et c'est pas parce que c'est un noir, mais c'est parce que c'est une population identifiée. Je sais bien qu'on a du mal à prononcer ces mots aujourd'hui, noir, juif, etc. Mais enfin voilà. Et il disait à un moment, vous savez, je vous regarde en parlant à un blanc comme avec un autre regard parce que nous on a été esclaves. Alors les juifs racontent souvent la même chose. Je regarde un Allemand parce qu'il y a eu la Shoah. Et il y a un très vieux monsieur noir qui disait: ce qui est absolument insupportable, c'est que nous avons une addiction à être des victimes et que nous maintenons un système dans lequel nous sommes oppressés. Donc, moi, j'ai trouvé ça intéressant que ce soit un homme qui dise lui-même, tant qu'on ne sera pas sorti nous-mêmes de l'emprisonnement de nos propres croyances, on ne parviendra pas à se dire, mais oui, ok, bon, le monde n'est pas forcément facile, mais et alors, hein, c'est pas parce que c'est pas facile que c'est impossible. Donc, pour moi, et la raison pour laquelle Jean-Louis et moi on a écrit ce livre, c'est pour dire simplement, ça peut inspirer des actes de la vie quotidienne et des personnes, toute personne, à mon sens, qu'elle soit toute personne. Voilà, je vais pas dire sa profession. Je veux dire, j'ai un ami qui est artiste et un jour il me dit, je voudrais bien avoir une conversation avec toi sur ça, et je lui demande, mais enfin, ça se passe pas aussi vite que ça, mais il se trouve que il avait un grand nom. Son grand nom, c'est il en a ras-le-bol des selfies et des gens qui font n'importe quoi. Et son grand oui, c'est oui à l'imagination qui éveille, qui est dans un rapport intelligent avec l'inconscient. Cet homme fait des choses absolument formidables. Et depuis qu'on a formulé ce grand oui et ce grand non, qui était latent, mais il n'est pas devenu un shaper, il a activé une autre dynamique dans sa vie, qui fait que pour lui, il s'est mis à faire un opéra avec des vidéos. Il a commencé à faire des projets qu'il ne faisait pas avant avec une autre force. Et ces projets incarnent cette vision. Moi, j'ai vu un vieux monsieur il y a pas longtemps qui est un paysan dans le sud de la France qui a dit un jour qu'il s'était rendu compte que toute l'agriculture qu'il avait pratiquée était l'agriculture du passé basée sur en fait la destruction. Et il a dit un jour, je me suis rendu compte que je pouvais même pas léguer ma ferme à mes enfants. Ça, c'est son grand nom. Et son grand oui a été maintenant, je vais devenir un des pionniers et défenseurs d'une agriculture complètement différente où on régénère la force des plantes. Et il le fait en essayant de créer un écosystème de gens qui sont d'accord avec toutes les résistances que ça suppose, parce qu'évidemment, il y a plein de gens qui résistent. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on a une idée qui est géniale que tout le monde est prêt à changer de monde. Donc, pour moi, dans notre vie, je connais un boulanger qui fait la même chose. Je pense que c'est une inspiration, qu'on soit actif ou pas actif, qu'on soit une femme, un homme, jeune, pas jeune, je pense qu'il n'y a pas d'âge et que dans le monde entier, il y a eu des shapers de tous les âges et de tous les genres, hommes-femmes, toutes les races. Je veux dire, il y a une femme, Rosa Parks, qui est la femme qui a osé rester assise pour que nous soyons debout, comme on dit. Hein. Donc, elle a refusé de se lever dans un bus. Elle était couturière, elle n'était pas, je veux dire, c'est pas un PhD, c'est pas. Il n'y a pas de niveau éducatif. Peut-être il y a une forme de réflexion. C'est même un mot qui est pas juste. Oui, c'est justement cette histoire d'alignement entre sa tête, penser avec sa tête, sentir avec son cœur, avoir accès à ses tripes. Pour avoir accès à ses tripes et à son courage, parfois on peut être aidé. Ça peut vous paraître idiot de dire ça, mais pour moi, l'imagination aide à aussi activer le courage, parce que c'est plus facile d'avoir le courage de bouger quand on a une option ou des options. Donc, tout le monde peut devenir un shaper à tout moment, et je trouve même intéressant que ça soit une réflexion qui soit plus multiple. Ça veut dire, moi, il y a des endroits dans ma vie où je suis meilleur que d'autres par rapport à ma façon d'activer mes propres visions, où je suis plus peut-être visionnaire, et des endroits où je suis peut-être un peu conservatrice. Donc, on est tous plusieurs personnes en même temps. On n'est pas un shaper et point la ligne. Mais dans notre vie, on peut activer je dirais ces trois leviers. Ça me paraît intéressant. Je peux peut-être te dire aussi que ce qui ne va pas activer, je le sais, hein,
On sait tous ce qui ne va pas activer. La peur et le désespoir et la confusion ne vont pas activer. Donc, dans les émotions, ça ne va pas le faire. Par contre, il y a des émotions plus porteuses, comme le désir et la joie et l'espoir. Et c'est plus intéressant quand on est dans la peur de se rendre compte qu'on nous ne sommes pas notre peur. Nous avons aussi, la peur indique souvent il y a un envers et un endroit. Dans les intentions, je pense que c'est toujours intéressant de se dire, est-ce qu'il y a des endroits où on est complètement bloqué dans des intentions de préserver le présent, voire même le passé, ce qui est le cas, par exemple, je ne vais pas mentionner ça parce que c'est désagréable. Il y a des gens qui ont des peurs à certains moments de basculer. Or, évidemment, si on dit j'ai l'intention de donner forme à un futur viable, c'est pas forcément simple. Si je suis dirigeant d'un hôpital et que je dis aujourd'hui, après le Covid, je vais me mettre à réfléchir à la médecine du futur et peut-être à la façon de vivre la mort qui serait décente dans le futur, ça va me demander de changer mes pratiques. Donc pour ça, il va falloir aussi que je le veuille. Et basculer dans sa réflexion, c'est cesser d'avoir une réflexion qui est complètement égocentrée, qui est bloquée de manière bête dans un cartésianisme aveugle, quand on est déjà à ce stade, parce que certains sont beaucoup plus bas en fait dans des stades, ils sont vraiment dans un dogmatisme. Et c'est arriver à avoir une réflexion où on élargit ses perspectives justement, où on considère plusieurs temps en même temps, où on va dans la profondeur regarder ses propres fonctionnements, ses cartes mentales, et où on le fait avec le plaisir de la liberté et pas en étant forcé, mais simplement en se disant c'est assez chouette de jouer avec sa propre réalité. Mais c'est retrouver le plaisir de créer finalement à travers ce que tu dis. Oui. Est-ce que tu as des astuces, en fait, par exemple, peut-être quand tu es en consultation avec des gens pour les aider à discerner, est-ce que leur idée, leur vision transformatrice est au service de leur ego, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui part de plus profond et qui va servir plus largement? Est-ce qu'il y a des moyens de détecter ça à la base, en fait? De détecter. J'ai un ami qui est un politique, qui était un homme politique très important à Bruxelles et que j'aime profondément et avec qui j'ai discuté un jour du fait qu'il s'était trompé. Il a eu une vision qui n'était pas une vision transformatrice au sens des shapers. Il a dit je veux et il a fait une transformation majeure qui a pas vraiment abouti à ce qu'il voulait. Donc je pense que peut-être c'est intéressant que chacun de nous se demande à propos du théâtre de l'âme s'il y a un compas. Je ne sais pas si c'est un très bon mot, mais un compas de l'âme. Il y a des endroits à l'intérieur de nous où, quand on nettoie un peu, on peut se rendre compte qu'il y a des choses qui sont vraies et qui font sens. Et qui sont aussi connectées avec une vraie intention de servir la vie. Peut-être que là, on a quelque chose qui dépasse l'égo-système et qui va vers un écosystème. Mais comme je dis, un écosystème, c'est peut-être sa famille. Il n'y a pas besoin de faire... on n'a pas tous besoin de se mettre au service d'une cause mondiale. Mais je crois qu'être juste, c'est faire attention qu'on ne soit pas guidé par un écosystème et surtout quand il est défaillant. Je veux dire, il y a plein de gens qui font des actions maintenant, ils vont aider les pauvres parce qu'ils trouvent que c'est très bien. Ils essayent aussi de se faire un peu d'argent avec ça. Puis après, quand ils regardent bien, en fait, ils se font plein d'idées sur eux-mêmes. C'est pas qu'elles sont bonnes ou mauvaises, mais c'est des idées. Est-ce qu'on peut à un moment se libérer et arriver à c'est pas nos rêves les plus profonds, mais nos aspirations les plus profondes. Donc, ce qui est juste et ce qui fait sens, et ce qui fait sens par rapport à la vie. Moi, je dis souvent que les shapers, ils dansent le tango avec la réalité. On dit souvent « it takes two to tango ». Donc ici, danser avec la vie, c'est se rendre compte qu'on se met au service de la vie plus large que soi et pas seulement centré sur ses propres intérêts. Le mot que je voulais aussi dire, c'est je pense que rêver n'est pas se mettre à déconner comme certains croient, ni simplement avoir des visions qui n'ont rien à voir avec la réalité. Rêver, ça peut se faire en contact avec la réalité. J'adore le mot rêver parce que ça s'écrit R-E-V-E-R et comme vous voyez, R-E-V-E-R, ça se lit à l'envers et à l'endroit. J'avais créé un jour un miroir et je trouve que c'est intéressant de rêver pour mettre le monde à l'endroit. Vas-y. Pardon, je t'en prie. Non, mais je trouve ça très important ce que tu dis parce que c'est vrai que communément, un rêveur, c'est quelqu'un qui ne réalise rien. Tu sais, dans la pensée commune, hein, le rêveur, c'est le raté, quoi, finalement. Alors tu nous apprends le contraire, c'est... Bon, je ne sais pas si j'apprends le contraire, mais je dirais que c'est peut-être parce qu'aujourd'hui, le moment est venu de pas simplement de prendre des positions. Si je dis que le futur est déjà maintenant,
Il y a des femmes qui ont dit en Bolivie, prends garde au présent que tu crées, car il doit ressembler au futur dont tu rêves. Bon, moi, je pense que c'est ça la dimension. Aujourd'hui, on est déjà en train de créer le futur, et c'est par des petits actes, tous les jours. Tous les jours, je contribue à préserver un monde ou à en créer un autre. Donc, je pense que rêver, c'est aussi aller voir très profondément dans nos actes de refus, il y a des aspirations. Et dans nos aspirations, parfois, il y a des envies avant d'avoir des visions. Il y a des espoirs avant de savoir même de quoi on parle. Par exemple, je peux rêver d'une société où on aurait d'autres types de conversations que celles qu'on a, où ça ne soit pas dans la violence. J'ai pas encore une vision, j'ai déjà un espoir. Donc, je crois qu'on doit cultiver cette faculté de se laisser guider par quelque chose qui est une forme de connaissance beaucoup plus profonde, qui est aussi dans le corps, qui est aussi dans nos intuitions. Et pour prendre quelque chose que Patrick dit souvent, l'inspiration, elle vient de l'extérieur. Bon, ça vaut la peine de se vider pour qu'il y ait quelque chose qui vienne de l'extérieur. Donc, je pense que parfois, remettre à plat certaines croyances, ça permet de créer un minimum de vide. Et que peut-être, alors, quelque chose d'autre viendra et qu'on peut activer ça. Cette capacité d'oser imaginer des choses qui sont plus grandes que nous, qui sont grandes en fait, penser grand, comme des enfants pensent grand parfois. Quand je serai grand, je serai nain, disait quelqu'un, ça c'était pour eux. Mais quand je serai grand, et on a des choses, on peut tous les jours imaginer cette activité. Puis par ailleurs, je pense qu'il y a une vraie capacité créative qu'il faudrait cultiver partout dans les écoles, et au lieu de formater, on devrait déformater, c'est sûr. Au niveau de l'éducation, je pense il faut commencer par là. Des petits et des grands. Waouh, c'est très inspirant ce que tu nous partages aujourd'hui. Donc, malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. J'aimerais quand même, si tu es d'accord, qu'on termine avec peut-être un exemple concret. Je pense à toutes les personnes qui nous regardent. Admettons, tu rencontres une personne qui est bloquée. On va essayer de prendre quelque chose d'assez concret. Par exemple, quelqu'un qui veut se réorienter professionnellement, etc. Quelles sont les questions à se poser si la personne n'a pas encore son grand nom? Admettons qu'elle soit perdue dans la confusion. Qu'elle n'ait pas encore fait un bilan de vie. Comment tu vas l'amener à devenir un shaper, à se révéler comme tel? D'abord, je cherche pas nécessairement à amener quelqu'un à être un shaper parce qu'il y a beaucoup de manières d'être qui sont magnifiques et qui ne sont pas nécessairement liées au shapership. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'inspirant. Bon, j'ai un cas concret comme ça. J'ai un jour rencontré quelqu'un qui avait peur parce qu'il allait être viré et qui devait faire un changement de carrière. Et en fait, il me parlait que de négocier avec son patron pour avoir un maximum d'argent. Et moi, mes questions, c'est plutôt, dans le fond, qu'est-ce qui, dans sa vie aujourd'hui, éventuellement, où est-ce qu'il se sent bloqué dans sa vie aujourd'hui et où est-ce qu'il y a des traces d'une vie qu'il souhaite, dans le même temps. Je reprends mon petit dessin. Dans le même temps, la personne me parle d'une vie qu'elle ne veut plus et en même temps, elle a déjà des idées d'une vie qu'elle souhaite. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ça, en fait, plus que le problème. Et cet homme, par exemple, il m'a raconté qu'il était absolument outré de la manière dont la Belgique, en l'occurrence, vend toutes ces pépites nationales dans le domaine de la confiserie et du chocolat. Et en fait, là, vous sentez ce qui se passe, on a une espèce de grand nom émergent. Et ça m'intéressait de voir comment il vivait avec ça. Et en même temps qu'on a un grand nom émergent, on a évidemment un grand oui émergent. Et moi, j'ai essayé de travailler sur ça, c'est-à-dire de lui demander, et il m'a expliqué que son plus grand rêve, c'était de créer un nouvel écosystème dans la confiserie et de faire ça. Et bon, je peux t'assurer que la négociation qu'il a eue avec son patron, c'était pas pour récupérer son job ni pour avoir un maximum d'argent, c'était pour avoir des conditions dans lesquelles il pourrait réaliser son projet. Donc, la conversation, il n'y a pas une bonne conversation, mais il y a des conversations qui amènent quelqu'un à observer, qu'il a plusieurs histoires en lui. On peut à la fois être malade et être guéri. Je dis ça parce que j'ai une amie qui me fait le plaisir, l'honneur de venir me voir et je me rends compte que en même temps qu'elle est à plat, elle est aussi très debout. En même temps qu'elle est malade, elle résiste et qu'elle a des aspirations. C'est-à-dire que je pense que c'est quelque chose que plusieurs approches thérapeutiques développent. D'ailleurs, c'est qu'on ait plusieurs histoires en même temps. Et c'est tout à fait juste.
Voilà, on ne peut pas se réduire. D'autre part, c'est pas parce que quelqu'un a un problème qu'il est ce problème, comme on dit. Hein. C'est pas je suis malade. Si on regarde la personne comme étant malade, eh bien on a terminé, on l'a condamné. Donc la question, c'est d'arriver à regarder les gens en écoutant les traces de leur futur dans le présent et leurs plus grandes aspirations. Donc c'est des balades, c'est des conversations balades, mais pour arriver à co-créer des visions, il faut provoquer et il faut, à mon sens, partir du plus beau chez l'être humain. C'est le plus beau, il me semble, hein, c'est l'espoir et le désir. Donc, c'est essayer d'aller écouter, pas s'enfoncer dans des problèmes sans fin, et c'est revenir sur Buckminster Fuller, c'est-à-dire d'arriver à se rendre compte que parfois, le plus intéressant est de dissoudre nos visions du monde. Ce que Buckminster Fuller propose, c'est une dissolution, pas une solution. Moi, je cherche pas des solutions, je cherche la dissolution. Avec les gens, pour dissoudre des idées qui ne leur font pas du bien et pour créer des alternatives. Un très grand merci, Aline, pour merci à toi et la bonne dose d'espoir que tu nous transmets ce soir à tous. Tu regonfles toutes les troupes. Alors, je transmets également ton site internet, le site internet officiel de Shapership, que je mettrai également sur la vidéo finale, mais que j'ai mis là dans le chat. Vous pouvez trouver toutes les informations sur ce site. Et puis, merci à vous tous de nous avoir suivis en direct. Donc, cette émission sera à nouveau disponible dans son intégralité dans quelques jours sur la chaîne YouTube Soneva Organisation. Est-ce que tu voulais nous partager un petit mot pour clôturer cette rencontre, Aline ? J'ai entendu l'autre jour Étienne Klein, qui est un homme que j'aime bien, dire « le courage sauvera le monde ». Et je pense que ce qui est intéressant, c'est le courage à avoir avec le cœur. Je trouve qu'à notre époque, c'est vraiment important d'arriver à avoir une attitude un peu chevaleresque et de dire que de résister à la connerie, à la bêtise, de pas dire comme dit Michel Onfray, la barbarie ne passera pas par moi. C'est important, même si on a l'impression que ça sert à rien. C'est important. Il faut un moteur. Il faut des émotions moteurs. Au moins un peu élégant. Et alors, au départ de ça, je pense qu'on peut plus facilement accéder à des choses dont on a vraiment envie et qui nous font bien vivre. Merci infiniment à toi pour tout ce que tu nous as partagé ce soir. Et je vous souhaite à tous, ça dépend où vous êtes, mais une excellente journée, une excellente soirée, une belle fin d'été. Dormez là-dessus. Je vous dirais que la nuit porte conseil. Et puis, on ne sait jamais... on se réveillera avec des idées toutes fraîches après cette entrevue avec toi, Aline. Donc, merci infiniment. Et puis, je te souhaite vraiment tout le meilleur pour la suite de ton parcours. Merci beaucoup. Tout le bien que tu fais autour de toi. Je serais contente de voir le replay, comme ça je vais apprendre plein de trucs. Bon. Merci Estelle. Merci à vous tous. Merci. Au revoir, à bientôt. Au revoir.